Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 422e rencontre Vlil. Et ce soir, on reçoit donc Bruno Doucet, le lauréat du dernier prix Vlil, le prix Vlil 2024 pour Indomptable, qui revient donc avec Où que j'aille aux éditions Emmanuel Colas. Ça sort demain en librairie, le vendredi 9 janvier. Et on est ravi d'avoir cette opportunité de te recevoir en amont de la parution. Alors, bonsoir déjà, Bruno. Bonsoir, bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Où que j'aille est un souffle de montagne, de poudre, une voix prise dans le vent des crêtes et l'écho des combats. Nous sommes en Crète, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. La guerre est là, omniprésente, mais jamais spectaculaire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une trajectoire géographique, mais d'une jeune femme qui apprend, en courant, à être vivante au milieu des décombres. Zéna traverse la Crète avec une lucidité ardente. Chaque pas est un acte, chaque silence une ligne de front. Dans ce paysage où le ciel appelle les pierres à répondre, la guerre ne se cantonne pas au champ de bataille, elle s'insinue dans les muscles, dans les obsessions, puis dans les gestes quotidiens. L'écriture de Bruno Doucet ressemble à une course, rythmée, attentive au paysage comme aux respirations intimes. Le roman décide très tôt qu'il ne pleurera pas seulement le monde qui brûle, mais qu'il écoutera la manière dont on continue malgré tout à marcher, à aimer ou à transmettre. Ou que j'aille ne réduit pas la guerre à des dates et des stratégies. Il en montre la cadence intérieure, l'obstination à vivre et à comprendre. Sous la poussière des collines, une question nous taraude. Qu'est-ce que l'insoumission lorsqu'on est une jeune femme nue face à l'histoire? Les montagnes de Crète ne sont pas seulement un décor, elles deviennent une langue, différente, dense et tactile. Ici, nous sommes aux aguets et écoutons la respiration du monde et des corps qui refusent de plier. Nous sentons alors que l'aventure humaine ne consiste pas à vaincre, mais à garder trace de ce qui nous constitue, nos peurs, nos rires, nos choix. Alors bonsoir Bruno Doucet, je suis ravi de te retrouver. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce roman, c'est finalement un tout, car les personnages d'Où que j'aille Où que j'aille, pardon, sont les descendants de certains autres de tes ouvrages, Ne pleure pas sur la Grèce ou Indomptable, mais aussi un de tes poèmes dans le magnifique recueil 22 Bureaux des Longitudes aux éditions Bruno Doucet. Est-ce que tout fait œuvre dans tes écrits? Est-ce que tout doit faire sens, tout doit faire corps dans ce que tu écris de manière romanesque et poétique? Oh ben, merci Anthony pour cette question qui est forte et puis merci surtout pour ce texte d'introduction qui me touche beaucoup. C'est un des premiers retours que j'ai sur le texte et forcément il me parle très très fort ce préambule. Alors oui, moi je pense être quelqu'un qui cherche la cohérence. Je voudrais, en ce qui me concerne, être le même à la ville, à la campagne, le père de famille, le citoyen, l'éditeur, l'intellectuel, le traducteur, le poète, le romancier. Voilà, j'aimerais assez de pouvoir être un et indivisible, véritablement. Et je supporte assez mal les cloisonnements dans lesquels parfois on nous fait rentrer. Alors, évidemment, je cherche cette cohérence, cette cohésion. Et les trois livres sont concernés dans cette histoire. Le premier s'intitule Ne pleure pas sur la Grèce, qui était paru il y a déjà maintenant quelques années dans notre maison d'édition, et c'est Muriel Zac qui en était l'éditrice. Le second s'intitule Indomptable, il est paru chez Emmanuel Colas il y a 2 ans. Et puis Où que j'aille, et au fond, je pourrais presque dire le troisième livre d'une trilogie, mais une trilogie dont les livres, dont les volets n'ont pas été écrits dans un ordre chronologique. Alors, je m'explique. Les personnages de Où que j'aille ne sont pas les descendants, mais les ascendants des autres personnages. Dans Indomptable, l'un des personnages principaux d'Indomptable s'appelle Mélina. C'est une jeune femme qui est dans la guerre en Ukraine. Elle a 40 ans, elle est née donc en 1980, au début des années 80. Et elle a une passion pour la course. Elle a une passion aussi pour la boxe. Et en écrivant ce livre, je me demandais, ou je lui demandais, mais Mélina, mais pourrais-tu nous dire un jour d'où vient cette passion secrète que tu as pour la boxe? Toi qui n'es pas une femme de combat, toi qui ne pratiques pas cet art martial. Et finalement, c'est une mémoire transgénérationnelle que j'ai cherché à interroger.
j'ai cherché à remonter aux origines de mes personnages pour essayer de trouver la clé qui fonde leur engagement, leur esprit de résistance, ce qu'ils ont chevillé au corps, ce qu'ils portent en eux. Eh bien, peut-être parfois ils ne le savent pas, mais ils sont porteurs d'une mémoire aveugle, d'une histoire transgénérationnelle dont je donne quelques clés dans Où que j'aille. Mais j'insiste sur le fait que ces trois livres peuvent se lire dans n'importe quel ordre, séparément. Bien entendu, on peut n'en lire qu'un seul et ne rien perdre de l'ensemble parce que je les ai voulus comme des petits modules indépendants les uns des autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a là, au fond, je suis remonté avec Où que j'aille aux racines de mes personnages. Pour ceux qui ont lu Ne pleure pas sur la Grèce, il y a une jeune femme qui s'appelle Fotini. Et voilà, alors Fotini, elle va être emportée dans le brasier de la dictature. C'est une militante communiste, une jeune femme engagée, passionnée par la littérature et par Ritsos, mais elle va se retrouver incarcérée dans les années 60, 1967, 68, 69, notamment dans un hôpital psychiatrique sur l'île de Léros, un hôpital qui a véritablement existé et qui était la honte de l'Europe. Eh bien, on comprend d'où vient Fotini en lisant Où que j'aille, parce que ce sont ses origines qui sont ici racontées. Et je rajouterais même qu'il y a des références notamment à des romans de Muriel Zac que tu connais bien, il me semble, Mhm. notamment à l'Efteria. Est-ce que vous avez déjà justement essayé de travailler ensemble, d'écrire ensemble? Est-ce que j'ai pas eu trace de ça ou est-ce que c'est en projet? Mais en vous voyant tout à l'heure tous les deux, je me suis posé la question puisque les livres sont vraiment intrinsèquement liés. On a l'impression que Bruno Doucet, Muriel Zac, aux éditions Emmanuel Colas notamment, ce sont des romans qu'on pourrait lire comme une sorte de grande œuvre à tous les deux. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou au contraire, il faut parfois séparer et pas tout faire à deux non plus? Alors, alors, encore une très belle question, et une question qui est riche et qui est assez problématique en vérité. D'abord, j'ai envie de dire, effectivement, nos livres se regardent et nos livres dialoguent entre eux. Il y a dans ces feuilletons de la mythologie des références à ma poésie. Elle a même, lorsqu'elle écrivait sur Tsippora, la femme de Moïse, dans le feuilleton de Tsippora, prêté des poèmes à Moïse, le poète bègue, qui sont en fait les miens. Je lui ai quand même demandé à la fin de bien vouloir le mentionner, que c'était tiré notamment du livre que tu as cité tout à l'heure, Anthony, 22, Bureau des longitudes. Mais nos livres se regardent, nos œuvres cohabitent. J'allais dire, elles dorment ensemble, mais pas forcément en même temps. L'une dort le jour, l'autre la nuit. Il est rare que l'on soit en écriture en même temps, et nous n'avons jamais écrit de livre à quatre mains. Nous ne l'avons jamais fait. L'idée nous a à peine effleuré, mais je dois dire une chose, et ça c'est, je vais peut-être, je ne sais pas si Muriel est en train de nous écouter, elle va peut-être m'en vouloir de ce que je vais révéler, mais il y a à peu près un an, nous étions en écriture en même temps, l'un et l'autre pour un roman à paraître aux éditions Emmanuel Colas, puisque cette éditrice nous rassemble d'une certaine façon. Mais moi, j'étais déjà bien engagé dans mon travail. Elle aussi, on ne s'était rien montré et on ne savait pas exactement sur quoi l'autre travaillait. Et puis, un jour, on a levé le mystère et donc on s'est dit, mais sur quoi elle m'a dit, mais sur quoi tu travailles? Alors moi, je lui ai dit, bah, je travaille sur la résistance au féminin. Je reprends un peu l'histoire des résistants crétois là où tu l'avais laissé dans Eleftheria. Et je repars sur cette histoire, mais cette fois, mon héroïne, c'est une toute jeune fille qui va traverser toute la guerre en courant à travers dans les montagnes crétoises. Et puis, je vais peut-être l'emmener jusqu'à la période de la guerre civile. Et là, Muriel Ablémy, elle m'a dit, mais moi, je travaille aussi sur la résistance au féminin en Grèce, pas seulement en Crète, mais en Grèce et pendant la guerre civile. Et là, il y a eu comme un grand blanc, un long silence qui s'est abattu sur la maison. Et on était presque étonnés, sidérés, un tout petit peu embarrassés de voir que nous étions en train de travailler peu ou prou sur le même sujet. À un moment donné, d'ailleurs, on s'est dit, mais il va falloir quand même qu'on se lise respectivement. Pour ma part, je voulais attendre d'avoir fini
la première mouture de mon livre pour que Muriel puisse le lire. Elle a souhaité faire la même chose. Et à un moment donné, on s'est dit, mais il faut quand même que nous n'ayons pas des personnages avec les mêmes prénoms, parce que là, ça pourrait générer de grandes confusions. Voilà. J'ai révélé quelque chose dont vous pourrez prendre la mesure dans quelques mois, puisque le roman de Muriel paraît aux éditions Emmanuel Colas au mois de mai. Et vous verrez, c'est un texte absolument formidable, qui d'une certaine manière prolonge le mien, même si on a des méthodes de travail et des écritures complètement différentes. Mais ça le prolonge historiquement, puisque avec d'autres personnages, d'autres histoires, elle nous entraîne ben voilà, dans la guerre civile grecque. Alors, heureusement, comme le dit quelqu'un, heureusement que nous nous parlons. Ouais, c'est bien. Voilà. Et je n'aurais peut-être pas dû spoiler. C'est vrai. Bon, mais Alors, désolé. C'est la c'est pas un question spoiler. qui m'a été posée. C'est pas un spoiler réel puisque à la fin du livre, tu révèles même le titre du livre de Muriel, La Ocratia. Donc pour le coup, Oui, tout à fait. c'est un spoiler si on n'a pas lu le livre, en effet, mais on sera ravi de recevoir Muriel également à son tour. Isabelle, tu voulais intervenir peut-être sur la question, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Bruno. Euh, Bonsoir. bah, alors, j'ai pas encore lu ton roman, mais hâte, et puis hâte de lire celui de Muriel. J'ai lu les précédents à la suite, Indomptable et Tosca. Et, euh, et du coup, je me demandais, est-ce que vous parlez des thèmes à votre éditrice avant, ou est-ce que, en fait, vous lui proposez des textes sans lui avoir parlé des thèmes que vous voulez aborder au préalable? Mhm. Alors pour le coup, Emmanuel Collas, mon éditrice, c'était ma première interlocutrice sur ce livre. Assez vite après la publication d'Indomptable, je lui ai dit sur quoi je pensais travailler. Et voilà, en lui disant que je pensais de revenir en Crète, puisque Indomptable se termine en Crète. Je pensais redémarrer une histoire, mais située bien plus tôt dans le temps, mais à peu près là où j'avais laissé mes personnages, c'est-à-dire dans ces montagnes du Dicty, où je vis une partie de l'année, que je connais bien. Et donc je lui en ai parlé à Emmanuel. Et puis lorsque nous avons eu la révélation du fait que Muriel et moi étions en train de travailler peu ou prou sur le même genre de sujet, euh, on s'en est, on s'en est ouvert à Emmanuel et elle a balayé tout ça d'un revers de main en disant mais ça pose strictement aucun problème, au contraire, c'est plutôt très beau. Voilà, il y a une espèce de gémellité de vos centres d'intérêt, mais en même temps, vous avez des écritures tellement différentes et des méthodes de travail tellement différentes que je ne vois absolument pas où est le problème. Voilà. Parfait. Tu dédies ce livre d'ailleurs à Baya, mais surtout à toutes ces jeunes filles qui entrent dans la vie en rêvant de justice, d'indépendance et de liberté. C'est intéressant comme préambule, en tout cas. Tu parlais tout à l'heure de résistance féminine. C'est même au-delà de ça. Pour le coup, tout à l'heure, tu parlais de jeune fille. On est même sur une jeune femme, hein, puisqu'elle a 18 ans, Oui. mine de rien. Mais qu'est-ce que ça... Je sais pas, je me rappelle pas si tu as des enfants, des filles, des garçons, je ne sais plus, peu importe. Mais euh, est-ce que ça a un message aussi adressé aux descendants? Est-ce que c'est un message adressé à celles qui arrivent derrière en leur disant continuez de courir, continuez de vous battre si jamais il y a une oppression notamment, continuez de résister. On sait que la résistance, c'est un Oui. sujet qui est propre aux éditions, notamment Bruno Doucet, dans la Mm. poésie. Résister, c'est quasiment un de tes trois mots-clés peut-être dans ce que tu prônes en Mm. littérature et en poésie. Ah oui. Alors, Baya, très concrètement, c'est notre petite fille qui a 17 ans, qui n'a pas encore vu le livre parce qu'elle vit à Madagascar et j'ai pas encore réussi à lui faire passer le où que j'aille. Mais voilà, à travers elle, j'ai voulu dédier ce livre à effectivement, à toutes ces jeunes filles, jeunes femmes qui prennent la vie à bras-le-corps et que je trouve extraordinaire parce qu'elles rêvent d'indépendance, elles rêvent de liberté, elles assument une rupture par rapport aux générations de femmes qui les ont précédées, et c'est toute l'histoire de mon personnage. Zena, à un moment donné, elle va être en rupture par rapport à sa mère, à sa grand-mère, etc. Et c'est la guerre qui fait cela, c'est-à-dire des conditions de vie
extrêmement difficile, une menace qui était tragique à l'époque sur le territoire dont je parle. Et cette guerre va l'amener à s'interroger sur sa situation de fille, de femme, de sœur, d'amoureuse. Et elle va au fond trouver le moyen de transformer sa vie en destin. Et moi, je crois que le bateau dans lequel l'humanité est aujourd'hui embarquée, ben, on le sait bien, ce bateau, il tangue, il craque, il est bien souvent en perdition à bâbord et à tribord. On voit bien que les choses sont très très difficiles et il est temps voilà, que dans la capitainerie, ce soit des femmes qui prennent la barre et qui prennent les commandes de ce bateau nommé Humanité en détresse à l'aube du 21e siècle. Moi, je le crois très fortement. J'ai cette idée-là chevillée au corps. Ce n'est pas pour rien que je publie énormément d'autrices femmes, de poétesses venues du monde entier. Je suis certain que... mais même le vieux mâle blanc que je suis trouve aujourd'hui son identité trop étroite et j'aurais envie de renaître, j'ai envie de renaître dans des personnages féminins, très clairement. Voilà. Donc, mon personnage, Zéna, mais il n'y a pas qu'elle dans ce roman, m'offre un espace de projection auquel je crois profondément. Très bien, et ça fait bien. Jamais la phrase d'Aragon ne m'a paru si juste, la femme est l'avenir de l'homme. Mais je l'entends aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, j'entendais cette phrase comme un jeune homme désireux d'entrer dans la vie avec un idéal et un désir d'amour ou de fraternité. Aujourd'hui, je l'entends d'une manière vraiment anthropologique, cette phrase-là, pour le coup. Ginny, c'est à toi. Oui, bonjour. Ma question, ça Bonjour. serait en fait, par rapport à votre héroïne, Zéna, et aux différentes figures que vous présentez. Euh, du coup, vous parlez de résistance, euh, vous parlez d'engagement. Donc, moi, ça me fait penser à Antigone, et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a dans vos personnages, au-delà de cette résistance, est-ce qu'il y a aussi, et de l'espoir, hein, que ça suscite aussi, hein, quand vous parlez de l'avenir de l'homme, est-ce que, il n'y a pas aussi un côté tragique dans, dans cette quête-là? Et voilà, et comment vous faites aussi, vous, dans votre écriture, pour surmonter le tragique? Mm. Oui, oui, le tragique pour moi, ce sont les hoquets de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire ne cesse de se répéter. Cette tragédie que je raconte sur 3 générations finalement, hein, eh bien, on voit qu'elle est de l'ordre de la répétition. C'est le fascisme, le nazisme avec où que j'aille. C'est la guerre, la dictature avec Ne pleure pas sur la Grèce. Et puis, c'est la guerre en Ukraine, mais aussi au Népal, dans Indomptable. Enfin, vous voyez, donc il y a une répétition du tragique. Les brasiers de la haine ne sont jamais éteints. Et je suis aujourd'hui, bah, comme beaucoup d'entre vous, effrayé par ce retour de la haine, la guerre aux portes de l'Europe, euh, le fait même que la démocratie est presque raillée, tournée en ridicule par les hommes, les personnes les plus puissantes de la planète, le retour du racisme, de l'antisémitisme, d'un machisme parfois violent et très décomplexé. Tout ça m'horrifie. Et donc, j'essaie d'interroger ce sont des sujets que j'essaie d'aborder dans le roman. Le roman m'est plus utile que la poésie pour le faire. Je dirais, pour vous répondre, que la poésie, pour moi, est presque l'exercice de la consolation. Mais le roman me permet d'entrer dans le dur de ces sujets-là, parfois d'en démonter les mécanismes. Il y a dans Où que j'aille d'authentiques salopards. Il y en a au moins un personnage absolument terrifiant qui traverse l'essentiel du livre, qui se nomme Schubert. Il a le nom d'un grand musicien allemand, comme
Wagner, la colonne Wagner, dont vous avez entendu parler il y a quelques années, même si elle a été en partie décapitée, eh bien, c'est aussi le nom d'un musicien. Donc, voilà, j'essaie d'entrer dans les arcanes de cette tragédie, du mal, mais sans jamais perdre de vue la lueur d'une espérance et le fait que on doit sortir d'un livre comme celui-ci, euh, non pas moins inquiet, mais avec une vitalité, une énergie renouvelée et une foi en l'avenir de l'homme, tout simplement. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque dans le roman, tout démarre par cette invasion, plutôt par les airs, plutôt surprenante, des Allemands avec Adolf Hitler en tête, qui a un rôle, mine de rien, dans le roman. Pour le coup, j'ai été très surpris aussi de voir Adolf Hitler dans un roman de Bruno Doucet. Mais ça, c'est aussi ce qui fait ton charme, c'est que tu arrives aussi à insérer des personnages auxquels on n'aurait pas forcément pensé, puisque là, on est vraiment dans sa tête aussi, dans sa prise de décision de l'invasion de la Crète. J'aimerais que pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, puisque je pense qu'ils sont encore nombreux, le roman ne sort que demain, est-ce que tu pourrais justement parler de cette invasion comment dire, très furtive, extrêmement violente, mais ce n'est peut-être pas le plus violent dans l'histoire, on en reparlera tout à l'heure, qui m'a beaucoup fait penser évidemment à ce rapport de force entre la Russie et l'Ukraine où les Russes pensaient écraser l'Ukraine très facilement en quelques semaines, ce qui n'a pas été le cas. Là, pour le coup, c'est exactement la même chose pour les Allemands qui pensaient en effet faire une invasion extrêmement éclair en seulement 2 jours. Raconte-nous ce qui s'est passé lors de cette invasion-là et qui va déclencher aussi beaucoup de choses ensuite. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, dès 1940-41, surtout au début de l'année 1941, l'Allemagne nazie obtient une reddition complète des Balkans, qui tombe sous sa coupe, ensuite et d'autres territoires européens, et puis va ensuite obtenir une reddition de la Grèce. Mais il y a un territoire grec qui continue à résister, c'est la Crète. La Crète, c'est le verrou, on va dire, sud-est de l'Europe. C'est là que se trouvent les chaînes de montagnes les plus au sud de l'Europe. Nous sommes ici en Crète, je dis nous sommes parce que j'y suis en ce moment où je vous parle. Nous sommes à 300 kilomètres des côtes libyennes et égyptiennes. Et la Crète est un enjeu stratégique majeur pour le Führer, hein, pour le Troisième Reich essentiellement pour trois raisons. Il faut s'emparer de la Crète, non pas pour mater ces quelques bergers excités qui avaient déjà repoussé les Ottomans autrefois, etc. Non, c'est pas ça. C'est un enjeu stratégique pour le Troisième Reich qui est, asseoir en Méditerranée un lieu de soutien logistique pour l'Africa Corps de Rommel qui progresse dans le désert libyen et égyptien, mais qui commence à patiner. Donc, avoir un soutien logistique. Deux, avoir une tête de pont en direction du Moyen-Orient et des champs pétrolifères que convoite, que convoite le Troisième Reich. Au-delà des champs pétrolifères, c'est le canal de Suez, c'est l'accès à la mer Rouge, les comptoirs de l'Afrique de l'Est, etc. Et puis, troisième point, c'est la possibilité de pouvoir attaquer euh, ce qui est la grande affaire hein, de l'époque, de cette époque-là, la Russie, l'URSS, par le sud, c'est-à-dire ouvrir un deuxième front par le sud. Donc, en fait, une opération aéroportée ultra moderne va être mise en place. Quand je dis ultra moderne, c'est qu'on va tenter, les nazis vont faire ce que aucune armée n'avait jamais imaginé auparavant, c'est-à-dire faire débarquer sur la crête plusieurs milliers de parachutistes, largués depuis des avions de chasse, mais aussi depuis des planeurs que ces avions de chasse tirent. Au point que le ciel, le ciel de Crète, en une journée de printemps de 1941, va devenir comme un aquarium dans lequel pulluleraient des méduses. On ne voit plus le ciel, on ne voit plus que les parachutes, que ces méduses qui tombent du ciel. Bon, c'est une opération assez terrifiante
qui devait obtenir une reddition rapide, puisque, en fait, le Führer s'était donné 2 jours. Et autour de lui, on lui disait, mais rassurez-vous, la Crète va être prise en 24 heures. 4 ans plus tard, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans plus tard, eh bien, les nazis sont encore enlisés dans ce maquis crétois et obligés de reculer et puis de partir. Voilà. Donc, déjà, pour moi, c'était intéressant de voir comment le peuple crétois va pouvoir prendre sa vie en charge, comment toute une population va parvenir à résister. Et je me suis en particulier, évidemment, intéressé à la question des femmes. Voilà, on y revient. Alors, il y a une question de Françoise dans le chat qui demande bah, justement ton travail de recherche, les archives, les entretiens. Tu vis en Hmm. Crète la plupart du temps, donc tu peux avoir accès peut-être à des informations historiques qu'en France on peut ne pas avoir, peut-être. Raconte-nous comment tu as effectué toutes ces recherches, puisque c'est quand même extrêmement détaillé au début, au niveau Mhm. guerrier, au niveau amplification de cette invasion. C'est pas simplement la mise en situation de cette invasion, c'est véritablement Oui, une orchestration totale de ton travail de romancier. Et une oui, question aussi. alors, Euh, est-ce que est-ce que vous parlez vous-même grec dans ce, est-ce que vous lisez le grec? non, moi je ne lis pas le grec. Je le parle suffisamment pour pouvoir survivre dans les tavernes, mais c'est tout. Donc je ne peux pas avoir, par exemple, une conversation avec des historiens, avec des écrivains, des gens qui auraient travaillé. Mais néanmoins, j'ai quand même commandé un ouvrage, un très gros ouvrage d'historien sur les exactions du fameux Fritz Schubert dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment un tortionnaire, on va dire un chef de milice qui a véritablement existé et qui a été perçu comme le boucher de la Crète pendant toute cette période. Et donc j'ai pu me servir de cet ouvrage qui n'était pas traduit en anglais, mais avec voilà, mon téléphone et un petit traducteur. Je suis allé lire les passages qui m'intéressaient, j'ai pris des notes. Et j'ai rassemblé une documentation. J'ai fait venir aussi une revue éditée sous l'époque du nazisme en Allemagne, qui était une revue qui s'appelle L'Aigle, des Hadler, qui était publiée dans différentes langues dès 1939 ou 40. Cette revue, qui a été imaginée par Goering, était une revue de propagande essentiellement pour l'armée de l'air allemande, et elle était publiée en allemand pour l'Allemagne et puis pour tous les territoires germanophones qui venaient d'être annexés, comme les Sudètes par exemple, mais également en espagnol, avec une diffusion en Espagne, dans la péninsule ibérique, mais aussi au Mexique, au Venezuela ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Elle était publiée en anglais, elle était publiée en français pour la France, la Belgique et la Suisse, etc. Donc j'ai réussi à me procurer une de ces revues dont je me sers beaucoup parce que l'un de mes personnages, un boxeur, je sais que parmi vous, il y en a qui s'intéressent aux boxeurs, eh bien, un reportage lui était consacré à ce boxeur qui était un champion allemand qui va avoir un destin très particulier puisqu'il va sauter sur la crête après avoir été champion du monde, adulé par le Führer, puis honni pour des raisons que je ne vais peut-être pas révéler ce soir parce qu'on ne les découvre qu'à la fin du roman. Mais enfin, il y a une histoire dans l'histoire. Et là, ce sont vraiment des documents qui m'ont permis d'y accéder. Voilà, tout simplement. Mais Max je ne Schmeling. fais pas véritablement, voilà, exactement, Max Schmeling, je ne fais pas véritablement un travail d'archiviste. Assez vite, j'ai besoin de nourrir mon imagination et très rapidement, je ferme mes dossiers pour me faire me fier à la trajectoire que me dictent mes personnages. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà. Et donc voilà, il y a en effet une autre histoire dans l'histoire, cette histoire donc de Max Schmeling, une histoire très particulière aussi qui vous fera penser aussi un petit peu à Indomptable, forcément. Mais Oui. pour le coup, c'est véritablement, il y a plusieurs intrigues dans ce roman-là. Une fois de plus, c'est fin,
c'est haletant parce que clairement, on voit pas forcément les choses arriver. Alors, il y a une autre question de Nikos. Actuellement, la Crète est plutôt connue pour ses côtés sombres. Est-ce que ce livre a aussi comme but de mettre en évidence le passé héroïque comme un appel pour changer de direction de nos jours? Alors, Nikos, que je salue, je ne sais pas exactement ce que Nikos entend par côté sombre, parce que si on fait référence à l'extrême droite aube dorée, alors pour le coup, Non, euh, je peux non, c'est pas ça. dire, mais les plus grandes La magouilles, question des migrants. les plus grandes magouilles, la plus grande désobéissance au Ah, la droit corruption. commun, c'est la Oui. corruption, les magouilles, les assassinats, les vols de troupeaux, Hmm. le port d'armes illégal. C'est le non-droit. Donc là, des villages en Crète, il y a une zone de non-droit, Hmm. parmi C'est les ça. plus Oui, grands droits de j'entends la bien. Grèce. Oui, oui. Oui, oui, bon, effectivement, là, il y a des affaires auxquelles Nikos Grikos fait référence. Alors, mon livre n'entre pas dans ces sujets-là, mais je ne sais pas si j'exalte un passé héroïque. Moi, en fait, j'ai fait confiance à une petite jeune fille de 17 ans qui est née à plus de 1000 mètres d'altitude dans un village où il n'y a rien. Elle est simplement douée pour les études. Elle s'intéresse à la poésie. Elle a des capacités physiques un peu exceptionnelles parce qu'elle va courir dans la montagne, elle court dans la montagne comme une chèvre. Et son père, eh bien, lui a proposé de faire un jour une grande traversée de la Crète avec elle. Donc le père et la fille sont partis sur les sentiers. Et à un moment donné, Zéna, parce que c'est son nom, c'est un nom qui lui pose beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Mais Zéna, cette flèche, cette petite flèche, va décider d'entrer dans la résistance sans jamais renoncer à ce qui est au fond un sentiment pacifiste qui est en elle. Elle ne veut pas porter les armes. Elle dit qu'elle en serait incapable. Elle dira même à la fin du roman que finalement, elle a pu traverser toute cette époque sans sentir le corps d'un adversaire s'écrouler sous le sien. Et par contre, elle va trouver le moyen d'entrer dans la résistance en devenant, au fond, une de ces coureuses. Alors, c'était plutôt, dans la vérité historique, des coureurs, c'était plutôt des hommes qui couraient dans la montagne. Certains sont restés très connus, un peu comme Philippides, le coureur de marathon, mais il y a eu des coureurs crétois, comme Yorgos Psychonakis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, j'ai imaginé un destin au féminin qui est capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs masculin de sa génération. Voilà. Son prénom, justement, il est intéressant puisque elle l'onie en réalité au début. Elle comprend pas pourquoi personne ne s'appelle comme elle et c'est son professeur qui va lui montrer, qui va lui ouvrir un dictionnaire à la lettre Z et lui montrer que son prénom vient d'une racine plutôt masculine, forcément, avec tous ses énoms. Oui. Mais je trouve que cette manière-là de faire rentrer un professeur dans la compréhension de ses origines, dans la compréhension de l'étymologie d'un prénom, là aussi, tu glisses quelque chose d'important sur le côté identitaire, sur l'identité qu'on pourrait Oui, avoir en tant tout à qu'enfant. fait. Oui, oui. Alors, la clé de ce prénom nous est donnée à la fin. Je ne vais pas du tout la raconter. Mais effectivement, ce vieux professeur qui connaîtra lui aussi à un moment donné une histoire tragique, qui peut rappeler d'ailleurs celle d'un certain poète français pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'en dis pas plus. Mais ce vieux professeur bah, lui dit, mais rassure-toi, si vraiment ton prénom, tu ne l'aimes pas, bah, enlève le A et tu resteras zen. Et remplace le Z par un X, et alors à ce moment-là, tu es l'étrangère ou celle qui est en capacité d'accueillir l'autre, celui ou celle qui vient d'ailleurs. Et puis, Zena, bien évidemment, à travers ses pérégrinations dans la montagne, va sans s'en rendre compte au départ, mais partir sur les traces de sa propre identité et sur au fond, un secret qui était bien caché lui sera progressivement révélé. Mais là aussi, je n'en dis pas plus. Il y a une phrase qui m'a interpellé et qui, à mon avis, te ressemble aussi, peut-être. Tu nous diras peut-être tes points communs, notamment avec Zena. Mais c'est celle-ci. Chez moi, l'immobilité est mauvaise conseillère. Est-ce que pour toi Hmm. aussi,
cette immobilité, c'est véritablement quelque chose qui peut empêcher, pas forcément de vivre, mais en tout cas d'être dans l'absence de choix. Oui, oui, Anthony, je pense que c'est la clé de mon travail. C'est-à-dire que cette immobilité m'inquiète, m'affole. Je pense que la vie, c'est le mouvement, que la mort, c'est la rigidification du corps. Et effectivement, cette phrase, je l'ai écrite, je suis heureux de l'entendre. Je ne l'avais pas intellectualisée de cette façon-là, mais je dois vous dire quand même que avant de commencer à écrire ce livre, j'avais moi-même nourri le projet d'effectuer la grande traversée de la Crète à pied. Alors c'est quand même un grand territoire, hein, donc c'est 700 kilomètres sur les sentiers avec quatre massifs à plus de 2000 mètres d'altitude. J'en avais déjà testé des petits tronçons. Mais voilà, je disais à Muriel, ma compagne, ben tu sais, je vais faire une parenthèse de 4, 5 semaines pour partir. Alors elle me suppliait de ne pas partir seule. Et j'avais commencé à imaginer que j'allais partir avec des amis, chacun pourrait, par exemple, 5 camarades qui allaient pouvoir faire chacun une semaine avec moi. Et puis au moment où je commençais à déplier des cartes pour imaginer ce parcours, je me suis blessé, je me suis fichu un genou en l'air, et je me suis retrouvé dans cette situation d'immobilité. Euh, et, et finalement, j'ai converti ce voyage pédestre en voyage scriptural, c'est-à-dire que c'était le point de départ du roman. Et j'ai prêté à Zéna cette capacité de pouvoir courir à travers la montagne, ce que je ne peux pas ou ne peux plus faire. Voilà. Il y a d'ailleurs deux Donc Français. effectivement, Il y a d'ailleurs deux Français dans le roman, deux oui, randonneurs. Et c'est vrai. j'ai pensé que c'était tous les deux. J'ai pensé que c'était Muriel et toi. Et voilà, ben on peut imaginer ça. Ouais. Ou moi et un autre camarade. Voilà. Mais c'est possible. En tout cas, dans ma tête, ça bouge beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois vraiment que l'immobilisme, en tout cas, peut-être pas l'immobilité, mais l'immobilisme, vraiment, c'est le pire dans main domaine, dans beaucoup de domaines. Je disais l'autre jour cette phrase de Jean Malrieux, si ta vie s'endort, risque-la. Ben, ça veut dire exactement cela. À un moment donné, euh, cette belle phrase de Blaise Cendrars aussi, quand tu aimes, il faut partir. Pars. Largue les amarres et pars. Voilà. Donc cette phrase-là, par exemple, de Blaise Cendrars, je l'ai chevillée au corps depuis mon adolescence, mais ça me parle énormément. Voilà. Et- Merci Muriel pour les petits smileys. Il y a une phrase également dans le livre où tu définis un véritable crétois. Et je te cite, à mes yeux, alors c'est pas Bruno qui parle, Bruno Doucet qui parle, c'est Non, c'est évidemment le Yorgos. personnage, hein. Mais à mes yeux, un véritable crétois est un droméa, un coureur, quelqu'un qui franchit tous les obstacles et se déplace librement dans la nature comme un esprit protecteur. Est-ce que tu Ouais, en es ouais. arrivé là, toi qui vis 6 mois de l'année là-bas? Est-ce que tu te considères comme un véritable crétois? Ah non, véritable crétois, non. Mais par contre, je suis à l'écoute de ce qu'est cette identité. Voilà, et je la cherche. Je la cherche, je la vois souvent apparaître. Je vais prendre un exemple très concret. Justine Collas, qui doit être là et que je salue, m'a envoyé un message 10 minutes avant le début de l'émission parce que je n'avais pas encore émergé, je ne m'étais pas manifesté du tout. Et en fait, il se trouve que nous étions à la maison avec nous vivons dans une petite maison un peu froide en hiver, en Crète, un petit peu en altitude. Bon, il n'y a pas de neige hein, comme en ce moment en France, même s'il y a de la neige sur les sommets, puisque il y a des sommets à plus de 2000 derrière chez nous. Mais donc on a fait venir un chauffagiste. Donc il y a deux ouvriers qui sont arrivés et on était en train de discuter pour voir quelles étaient les possibilités pour l'installation d'un chauffage. Et à un moment donné, il a regardé la maison, il a vu qu'il y avait des bouquins, bon, il était plongé dans ses notes, dans ses chiffres, etc. Et puis je suis allé lui chercher la traduction en grec de Ne pleure pas sur la Grèce, qui est publiée aux éditions Kédros. Je lui ai dit, voilà, c'est un cadeau pour vous. Et là, le chauffagiste s'est transformé en poète, c'est-à-dire que dans la minute qui a suivi, il nous parlait de Ritsos, de Théodorakis,
Voilà, Muriel m'a regardé, puis elle m'a fait un grand sourire, d'un air de dire, ah bah oui, cet homme est du bon côté, il est du bon côté de l'histoire. Mais oui, on était déjà parti dans des discussions, et ça, c'est quelque chose que j'adore avec les gens ici. Vous pouvez rencontrer partout des gens, des paysans, des bergers qui ont bah voilà, un sens du poétique qui est chevillé en eux, qui est en eux. Et puis surtout, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il n'y a pas cette tragique ligne de faille entre une culture populaire et une culture savante telle que nous le connaissons en France, parce que ça, c'est un drame à la française qui nous vient de très très loin, du Moyen Âge. Mais ici, je trouve que voilà, ces deux pôles sont beaucoup plus proches l'un de l'autre et l'écrivain, le chauffagiste, le professeur d'université et le berger peuvent cohabiter. Parfois, ils cohabitent en une seule et même personne. Donc, c'est ça qui m'intéresse véritablement. Alors, quant au droméis, c'est un mot grec qui nous vient du grec ancien, mais qui désigne le coureur. Il en reste quelque chose dans le terme grec dromo, la route. Aujourd'hui, bah oui, c'est mon personnage dit cela en tout cas. Il dit effectivement, le véritable crétois, c'est celui qui connaît les sentiers, qui court, mais c'est aussi peut-être un esprit protecteur. Voilà. Je le sens, cet esprit protecteur ici. C'est très difficile d'en parler, mais il existe, oui. Oui, oui. Très bien. Alors avant que tu nous lises un premier extrait, Bruno, on va prendre une petite photo de groupe. Voilà, avant que j'oublie, puisque j'ai tendance à oublier. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Bruno, c'est à toi pour la lecture du premier extrait. Montagne de l'Ouest, 22 mai 1942. Me voilà prêt à partir. Le vent gifle mon visage, transportant avec lui les effluves des plantes aromatiques qui couvrent les pentes de la montagne. Entre toutes, je reconnais l'odeur de la sauge. Elle entre dans mes narines, s'insinue dans les pores de ma peau, se faufile dans les plis de mes vêtements. Voilà qu'elle a trouvé la poche secrète dans la doublure de ma chemise. Elle s'y installe, présence prégnante qui supplante toutes les autres. Cette nuit, je n'aurai rien à craindre. Déjà, les ombres s'allongent vers l'est, indiquant la direction que je prendrai tantôt lorsque la terre sera plongée dans l'obscurité. Je me retourne une dernière fois, le soleil s'effiloche à travers les arbustes épineux qui bordent le sommet de la colline. Il rugit encore, lion blessé qui s'incline lentement vers le sol. Dans un instant, il se couchera avant de tomber sur l'autre versant du monde. Le vent cessera, je serai seul. Les pensées ne cavalent pas dans ma tête, elles s'alignent doucement les unes à côté des autres comme les éléments du paysage qui s'étend devant moi. Des pensées lignes de fuite qui courent dans les ondulations de terrain, partir, marcher toute la nuit, courir lorsque je le pourrais ne pas trébucher, arriver à l'aube, attendre et puis recommencer lorsqu'une autre mission me sera confiée. Des pensées végétales, oliviers, chênes, rouvre-pins, sauges, thym, cistes, origan, arbustes épineux. Trouver l'eau et la nourriture dont j'aurai peut-être besoin, atteindre l'abri qui me protégera, guetter les présences animales qui me sont familières. Enfin, des pensées minérales, roches, pierres, blocs, falaises, bien ancrées dans le sol, survivre et me battre pour mon pays. Je suis calme, calme et résolu. Merci Bruno. Alors, il y a Je des vous en questions prie. récurrentes que je pose à tous les auteurs. Pour toi, j'en ai rajouté une autre, puisque j'aimerais savoir quel est le vers, quelle est la rime que tu pourrais faire graver, que tu pourrais intégrer à ta chair, graver sur ton corps. Est-ce qu'il y a une rime, quelque chose qui t'obsède tellement? Tout à l'heure, tu parlais de Sandra Ars. Peut-être que Yanis Rissos, forcément, puisqu'il n'y a jamais un livre de Bruno Doucet sans au moins une citation d'Yanis Rissos. Mais est-ce qu'il y a une phrase, une rime, un vers qui te transporte plus que tout autre? Oui, il y a un point que j'aimerais pouvoir atteindre, qui est un point qui est exprimé clairement par un très grand romancier grec qui s'appelle Nikos Kazantzakis. Et ce point, je ne l'ai pas atteint. Mais par contre, pourrais le graver sur ma chair, comme lui l'a fait graver sur sa tombe. C'est la phrase suivante.
Je n'attends rien ou je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Voilà. Pouvoir renoncer à l'attente, à la crainte pour pouvoir fonder cette autre liberté, oui, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Très bien, très bien. Je savais que tu allais arriver à répondre à cette question avec une immense aisance. Euh, le roman, le récit, c'est vraiment une course physique, c'est une course à la fois physique et morale. Comment justement tu as pensé cette articulation entre le paysage crétois qui est un personnage à part entière, c'est évident dans ce roman-là, et de l'autre côté, l'intériorité de ce personnage, l'intériorité de Zéna qui est dans cette course perpétuelle. J'avoue qu'on arrive à la fin, on est essoufflé en réalité parce que elle n'est pas présente à chaque chapitre, mais elle est continuellement dans nos têtes. On a l'impression que ses pas continuent de courir. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et ça, je trouve que c'est une véritable prouesse parce qu'elle n'est pas présente à chaque chapitre. Il y a des chapitres, en effet, sur les nazis. Il y a des chapitres sur celui qui a tiré à un moment donné sur ce boxeur. Il y a des chapitres de manière plus espionnage, des chapitres en matière d'espionnage, en matière de guerre civile notamment. Bref, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages. Et en même temps, elle continue de courir, elle continue d'être présente avec nous, en tout cas en tant que lecteur, j'imagine qu'en tant que romancier aussi. Mais comment tu as géré justement cette intériorité avec ce paysage devant elle? Oui, oui. Alors, je peux vous dire que lors de ma toute première conversation avec mon éditrice, Emmanuelle Collas, c'est cela que ce que je lui ai dit, c'est que je voulais écrire un livre qui ressemble topographiquement et géologiquement à la Crète. C'est exactement la phrase que j'ai employée. À savoir, topologiquement, c'est-à-dire que la Crète, quand vous regardez une carte de ce territoire, vous voyez que ça a à peu près la même superficie que la Corse, mais c'est pas du tout la même topographie. C'est un territoire très allongé d'est en ouest, plusieurs centaines de kilomètres, et parfois très effilé entre le nord et le sud, entre la côte de la mer Égée et la mer Libyenne. Mais entre les deux, sur cette bande de terre assez étroite, euh, quatre chaînes de montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude, comme je le disais tout à l'heure. Donc en fait, je voulais que le roman donne cette impression-là. Et j'ai confié à Zéna, qui traverse la Crète d'est en ouest et dans tous les sens, le soin d'être, au fond, cette ligne de crête du territoire. Elle traverse tout le roman. Elle s'en sort d'ailleurs, elle est vivante à la fin du livre, ce qui n'est pas le cas de tous les autres personnages. Mais son parcours, ce parcours longitudinal est traversé, travaillé et traversé par des lignes de faille qui viennent entrecouper ou tenter d'entrecouper sa trajectoire. Exactement comme la crête est construite. Quand vous regardez la crête, vous voyez que c'est le territoire en Europe où il y a le plus de canyons, de gorges, de failles. Et ces failles, elles sont toutes dans une direction opposée à cette ligne longitudinale. Voilà, donc elles viennent traverser, bah, par exemple, comme les gorges de Samaria, qui sont les plus grandes d'Europe. Elles sont dans des axes nord-sud, sud-nord, etc. Donc j'ai imaginé des histoires qui venaient se glisser comme ça à l'intérieur de la grande trajectoire de mon héroïne qui s'appelle Zéna. Mais Zéna, c'est la flèche aussi, c'est l'image de cette ligne de crête qui est comme une flèche. Voilà. Et puis la question de la géologie, alors elle m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes ici vraiment dans une géologie calcaire, c'est-à-dire c'est un territoire de roche. Alors on est dans un monde très minéral, d'une minéralité qui est souvent très abrasive, surtout ici dans l'est de la Crète où nous nous trouvons. Et, euh, et donc cette géologie calcaire, moi, elle me parle énormément. Elle est faite de, d'un réseau hydrographique qui disparaît en été, hein. L'eau, elle est présente, mais elle est sous la surface de la Terre. Il y a des endroits où elle remonte par capillarité, parce que c'est un relief, une géologie karstique qui fait que l'eau remonte à la surface. Donc vous avez des nappes qui remontent et qui alimentent par-dessous des puits comment on appelle ça, des réservoirs d'eau, etc. Et donc j'ai essayé aussi de donner à mes personnages un tempérament
qui leur vient de là, qui leur vient de ces montagnes dans lesquelles se trouvent des gouffres, des grottes, des réseaux souterrains, des lieux où on peut se cacher, des endroits où on peut disparaître de la surface de la Terre et ressurgir parfois même dans une autre vallée. On a par exemple un de mes personnages, Nectarios, et sa bande de résistants qui, à un moment donné, sont pris en tenaille par les nazis et ils vont pouvoir leur échapper de manière un peu mystérieuse, ce qui va les rendre encore plus enragés, évidemment. Mais ils ont réussi à se faufiler dans les anfractuosités du paysage. Et ce que je suis en train d'évoquer, cette, euh, cette topographie et en même temps cette géologie euh, de montagne et d'altitude explique très clairement pourquoi les nazis n'ont jamais pu venir à bout de la résistance crétoise. Voilà. C'est vraiment lié à cela. Euh, c'est- Ici, c'est un peuple de résistants et c'est un peuple de montagnards. On pense toujours que une île est un territoire maritime, mais s'agissant de la Crète, on se trompe. On se trompe. Bien sûr, elle est entourée de mer et d'eau, mais c'est un peuple de montagnards. La menace est toujours venue par la mer et une fois par le ciel avec l'invasion aéroportée. Et la sécurité est toujours venue des terres intérieures et des hautes terres. Voilà. Il y a des endroits où les nazis, si bien équipés qu'ils pouvaient être, n'ont jamais pu, où ils n'ont jamais pu accéder. Et puis c'était relativement la même chose pour les Ottomans. Vous avez des villages qui ont résisté parce qu'ils étaient un peu perchés comme des châteaux cathares ou dissimulés derrière des défilés étroits, etc. Et donc mon personnage, Zena, se faufile dans tout cela et elle est en quelque sorte, elle est comme comme un oiseau hein, qui traverse le paysage. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu ne tombes jamais, malgré la résistance, tu ne tombes jamais dans le fait qu'elle soit héroïsée, ni dans l'approximation. On a l'impression qu'elle est vraiment autonome, c'est pas une héroïne à mon sens, au sens strict du terme. Je sais pas comment tu l'as conçu par rapport à cela, par rapport à la notion de résistance, mais c'est extrêmement juste dans la manière dont elle est libre, dont elle est extrêmement, euh, comment dire, abreuvée de tout diktat, de toute règle même. On a l'impression que c'est un électron libre total. Et d'ailleurs, on voit régulièrement, il y a pas d'ordre. On a l'impression qu'elle ne cède à aucun ordre ou à aucune injonction. Non, oui, c'est tout à fait vrai. Et la course la plus importante pour elle, celle qui consiste à un moment donné à courir toute une nuit pour informer sa famille et son village de l'arrivée imminente d'un bataillon qui est censé détruire le village, cette course dans la montagne en plein hiver, qui est peut-être le passage, pour moi, peut-être le plus important du livre, est en vérité un échec. Elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard. Lorsqu'elle arrive, le village est incendié et une partie de ses proches sont déjà tombés sous les balles, sous les balles allemandes. Donc, ce qui fonde mon personnage, c'est cet esprit libre qui est le sien. Et elle se sent très différente. Et à un moment donné, elle se pose même la question de savoir, suis-je différente des autres filles ou suis-je dissemblable? Elle s'interroge beaucoup sur ces questions-là. Et puis, par chance, elle obtiendra quelques clés de compréhension d'elle-même à la fin du livre, où elle pourra, au fond, prendre la mesure de cette altérité qui est en elle et ce mystère qui est en elle. Il y a voilà quelques informations qui lui seront données sur sa véritable identité. Mais il y a une part de mystère en elle et comment vous dire ça fait longtemps que Zena court dans ma tête, hein. Ça fait très longtemps.
Voilà. Et je pense qu'elle courait déjà à travers le personnage de Mira. Si vous avez lu Indomptable, ben, vous voyez que Mira est en fait. Mira Ray est un personnage réel, mais dans mon roman, c'est un personnage de fiction, puisque c'est Mélina qui écrit une histoire dans laquelle elle fait courir Mira Ray, la petite népalaise. Or, on comprend avec Où que j'aille pourquoi Mélina est habitée par ce besoin de liberté des femmes, parce que tout simplement, elle est de cette lignée de femmes qui sont nées sur les hauts plateaux de Crète, et elle est tout simplement la petite fille d'un de mes personnages dans ce roman, puisque le roman se termine quasiment sur une naissance, hein. Voilà, pratiquement, on pourrait dire ça. N'en dis pas trop, Bruno. Non, j'en dis pas trop. Non, 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 Sandra, c'est à toi. Bonsoir Bruno. Euh, Bonsoir. Ravie de te retrouver. En fait, Merci. je voulais revenir en fait à ce que tu disais par rapport à la narration, par rapport à Zéna qui court et qui courait dans ta tête depuis longtemps. C'est joli. Euh, et par rapport à la narration, en fait, en lisant, je me suis posé plein de questions sur les choix de narration et notamment les points de vue, parce que finalement, je me disais peut-être que Zéna aurait suffi à elle seule à faire ce roman de son point de vue uniquement à elle, finalement, de ce qu'elle voyait. Et je me suis demandé, en t'écoutant aussi à l'instant, si finalement c'était nécessaire qu'il y ait d'autres voix, comme celle d'Hitler, comme celle de Schubert, etc., pour justement qu'elle, alors tu y as peut-être répondu hein, en quelque sorte, mais pour qu'elle justement qu'elle se faufile aussi à travers ces personnages. J'ai l'impression aussi que le choix narratif, il est comme ça filant aussi, un peu comme elle. Il court et elle, elle court à travers tous ces gens. Alors je sais pas si c'est un choix conscient, mais je me suis demandé en fait si tu avais pensé à un moment donné à n'en faire que la seule le seul narrateur finalement, puisque c'est la seule, je crois, qui dit je d'ailleurs hein, dans la Oui, narration. oui, oui, tout à fait. Mm. Toute l'histoire de Zéna qui occupe, on va dire, à peu près la moitié du livre en termes de volume hein, typographique, c'est une narration à la première personne. Et puis après, il y a d'autres histoires. Et là, la narration est à la troisième personne avec d'autres personnages. Mais ce qui est vraiment très conscient dans mon travail, c'est deux choses. Alors d'abord de faire de Zéna le personnage principal de ce livre. Comme je l'ai dit tout à l'heure quand je tentais de décrire ce territoire où elle évolue. Et puis en même temps, c'était de faire passer des personnages historiques, ceux qui ont véritablement existé, il y en a deux ou trois dans le roman, comme des figures très secondaires, très mineures. Voilà. Faire de l'homme le plus important de cette époque, c'est-à-dire Adolf Hitler. Vous voyez, c'est celui qui a mis le monde à feu et à sang. Donc, faire de ce personnage mégalomane, fou, monstrueux, démesuré, euh, un personnage, une marionnette ridicule, parce que c'est ce qu'elle est dans ce roman, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire. Je voulais que les 100 noms, les 100 grades, les petites gens soient les figures magistrales de ce livre et que les personnages historiques soient vraiment comme des figurants à l'arrière-plan, euh, au fond de la scène, tout simplement. Voilà et que mon histoire, rend hommage justement à tous ces anonymes, mais à toutes ces femmes on les appelait souvent les femmes, vous savez, les soldats de l'arrière, celles qui étaient là pour repriser les chandails, porter des vivres, soigner les blessés, etc. Euh, eh bien non, là, ou apprendre à fabriquer des cartouches, non, là, elles sont véritablement ces personnages ordinaires qu'on aurait pu ne jamais remarquer sont les héros de ce quotidien. C'est cela que j'ai voulu faire. Elle le dit d'ailleurs, elle parle d'émancipation. Elle dit qu'elle Oui, espère faire naître une femme nouvelle après la guerre. exactement, c'est ça. Oui. Ce qui est très Et intéressant aussi, c'est une personne qui a lu le roman m'a écrit cette semaine en me disant, j'aimerais bien savoir ce que devient Zéna pendant, par exemple, sous la dictature, etc. Voilà. Je ne lui ai pas répondu, mais je pourrais répondre en disant, ben, je ne sais pas, je ne sais pas si Zéna va continuer à courir en moi
pour amener une autre histoire dans laquelle elle pourrait être le personnage, mais en fait, ce, ce qui court d'elle court dans les deux autres romans, c'est-à-dire Fautigny et sa nièce dans Ne pleure pas sur la Grèce, et Mélina et sa petite nièce, tout simplement, dans Indomptable. Donc, c'est cette généalogie d'une famille que je tente de raconter, et encore une fois, avec le désir pour les personnes qui liront les trois livres, peut-être de saisir que, au fond, les générations les plus jeunes, celles qu'on trouve notamment dans Indomptable, eh bien, sont porteuses d'une mémoire qui ne leur a pas été révélée directement, mais elles sont porteuses d'une histoire qui travaille en elles. Un petit peu comme l'hydrologie dans cette géologie calcaire dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des sources qui disparaissent de la surface de la Terre, mais qui, par d'insondables voies souterraines, vont alimenter des résurgences ailleurs. Donc, c'est véritablement ces résurgences, ces pertes et ces résurgences que j'essaie de faire travailler dans cette trilogie, tout simplement. Très bien. Ce que j'ai trouvé aussi très impressionnant, c'est la manière dont tu as de parler du corps en mouvement. Parce que la course, c'est quand même un des sports les plus, entre guillemets, simples en matière de motricité. Et en même temps, c'est peut-être le plus dur à décrire à l'écrit. Je trouve que véritablement, parler de ses jambes, parler de ses bras, de ce corps en mouvement, c'est extrêmement difficile à l'écrit de faire sentir la sueur, de faire sentir l'effort, de faire sentir une certaine fatigue, mais également la motricité. Comment tu as Ouais. travaillé ça? Parce que je trouve que véritablement, on a l'impression que ces personnages-là sont véritablement vivants. Alors, ça peut être le cas parfois, mais pour le coup, là, on a l'impression d'une description véritablement extrêmement précise, puissante et intelligente du corps en mouvement. Bah, le texte qui décrit une foulée sur des sentiers de roches, des sentiers assez minéraux en été, eh bien, ne peut pas être la même que c'est la même personne qui marche en hiver dans 1 mètre de neige. Donc, je n'écris pas de la même manière. Et je travaille la phrase de façon à faire sentir. Voilà. Par exemple, le pas qui s'effondre sous le poids du corps dans la neige. Donc, je travaille ma phrase de manière à faire sentir cela. Je sens cela. L'écriture, pour moi, est quelque chose de très organique, finalement. C'est la raison pour laquelle la documentation, ça ne m'est pas très utile, par exemple, pour ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de lire un livre, de lire des livres sur la foulée d'un athlète pour arriver à décrire les choses. Non, non, j'essaie de les faire sentir d'une manière très sensible, organique et corporelle. Mais parce que l'écriture, c'est aussi une activité corporelle. On va au bout dans l'écriture, on peut aller au bout d'un épuisement, vraiment, y compris physiquement. Donc voilà. Et puis peut-être que il y a quelque chose du travail de la poésie qui est à l'œuvre dans le roman. Même si j'ai voulu que ce roman avance un peu comme un thriller, tu disais qu'il y a quelque chose de haletant. Je crois qu'il est rapide. On avance vite dans cette histoire. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments où c'est peut-être un peu comme un roman d'aventure, mais en même temps, l'écriture est une écriture, comment dire, qui est poétique et qui est volontairement, j'allais dire artistique. C'est presque une tautologie, mais En quand même, apesanteur. Moi, je j'essaie de trouve. soigner la phrase. Ouais, j'essaie de soigner la phrase. Je peux rester longtemps sur une phrase, tant qu'elle ne roule pas complètement. D'ailleurs, j'écris, je relis à voix haute. Et j'essaie de faire sonner la phrase. Je travaille son rythme de façon. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans l'écriture. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, hein. Pour réussir un livre, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Il faut tenir compte de micro-situations, de tout petits détails. Une phrase qui va basculer si elle a une syllabe de trop, ou deux sonorités qui sont trop proches ou trop éloignées l'une de l'autre. Et puis en même temps, il faut véritablement
tenir l'ensemble d'une trame narrative et faire en sorte que ça fonctionne. Donc on passe notre temps à être le premier lecteur du livre, ce qui est le cas quand on écrit, hein. La main pose les mots et l'œil les lit, hein. Mais il faut savoir prendre cette distance pour être notre premier lecteur et puis faire en sorte que ce lecteur ne s'ennuie jamais. Voilà, donc c'est quand même assez difficile tout ça, hein. Ouais. J'ai ressenti en fait, quand on parlait de rythme justement, comme si on était en pleine montagne, en manquant d'air finalement, avec cette notion où le fait est que plus on monte, et bien, plus on n'arrive pas à respirer. J'ai trouvé que le rythme, il était un petit peu comme ça. On a l'impression que tu étais dans cette Ouais. montagne-là et que tu essayais de nous faire vivre aussi ce manque à Bah respirer. oui. Et c'est Bah, vrai bien que sûr. Je ne vais pas mettre, comme ça le font des sportifs, des masques pour être en hypoxie quand j'écris, hein. Mais par contre, j'essaie de faire sentir ça. C'est-à-dire que l'altitude, forcément, réduit la longueur de la phrase. C'est une évidence. Euh, Lorsque le rythme s'accélère, la phrase se resserre, etc. Donc voilà, il y a plein de petits mécanismes d'écriture que l'on convoque. Je veux dire, un écrivain, c'est un artisan avec sa boîte à outils, hein. Alors, on n'a pas tous la même boîte à outils, on n'a pas tous les mêmes outils à l'intérieur, on ne les sort pas tous en même temps, mais on se sert de ces outils pour réaliser les effets qui nous semblent nécessaires, hein, complètement. et dans quel état justement tu as écrit ce roman? Est-ce que tu étais dans cet état d'urgence avec Zéna ou au contraire beaucoup plus posé en tant que poète, en tant que romancier, dans le sens où on a du mal à t'imaginer, toi qui sais prendre le temps, et on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de prendre le temps. Dans quel état d'esprit tu étais, dans quel état de romancier tu étais? Est-ce que tu étais dans cette urgence-là ou au contraire de manière beaucoup plus en tant que regardant finalement, en tant qu'observateur, en essayant de prendre un petit peu de distance par rapport au personnage, ou au contraire, la tête dans le guidon de Zena, la tête dans ses pieds, véritablement. Dans quel état d'esprit tu es justement avec ce genre de personnage très énergique? Non, mais ce que tu dis, Anthony, c'est vraiment intéressant, mais ce ne sont pas des données contradictoires parce que les deux cohabitent dans le travail. Quand j'écris ce livre, d'abord, je l'ai écrit assez vite, en un petit peu plus d'un an, mais c'est vraiment un an d'écriture. Eh bien, chaque séquence d'écriture, je suis comme Zena. Zena sait qu'elle doit courir en une nuit, disons, aller de tel point à tel autre, ou courir, mettons, 40 kilomètres dans la nuit pour transmettre des informations à la résistance, parce qu'elle va des espions britanniques au maquis, aux résistants crétois. Et donc, moi, je savais que j'avais aussi des séquences d'écriture de quelques jours, de 8 jours, ou le dernier mois d'été, etc. Et donc, je suis dans cet effort que je mesure. Et j'essaye de ne pas me griller dès les premières foulées, dès les premières journées. J'essaye de bien accueillir les moments de difficulté, c'est-à-dire pour Zena, ce sont les pentes, le moment où vraiment la déclivité est telle qu'il lui faut ralentir sa course, etc. Eh bien, nous, dans l'écriture, il y a des moments de véritable difficulté technique qui font qu'à un moment donné, on peut être bloqué complètement parce qu'on ne trouve pas le passage dans cette montagne à gravir qu'est le roman, à écrire. Et donc j'essaie de ne pas m'affoler dans ces moments-là et de rester très calme. Voilà. Même si le livre, Emmanuel Colas souhaitait qu'il paraisse au début de l'année 2026, donc à un moment donné, il fallait bien être au rendez-vous de cette programmation éditoriale. Voilà. Mais j'ai tenu les deux choses à la fois, c'est-à-dire la nécessité d'avancer vite et bien, et en même temps une sorte de calme intérieur dont je crois ne mettre pas franchement des parties. Euh, Ce que je ressens surtout en écrivant, c'est que je passe de la pesanteur à la légèreté, d'une appréhension aussi, un formidable une espèce de joie qui finit par tout emporter. C'est-à-dire qu'au début, je démarre dans l'écriture avec un peu la trouille au ventre. Vais-je y arriver? Non pas seulement à tenir les délais, mais vais-je arriver à tenir cette histoire?
Est-ce que je vais arriver à lui donner un corps, à faire en sorte que ce roman, voilà, puisse toucher le lecteur? Est-ce que ce roman va pouvoir s'inscrire aussi correctement dans cette trilogie? Est-ce qu'il va apporter quelque chose aux deux autres livres aussi? Donc ça, c'est une question qui n'est pas si simple. Il y a toutes les données historiques aussi qu'il faut maîtriser, historiques, géographiques, la chronologie, la narration pour tenir le lecteur en haleine. Mais en même temps, plus on avance, plus les personnages prennent corps, plus ils deviennent vivants. Et moi, je peux vous dire, Zena, je la connais aussi bien que mes propres enfants. Elle est aussi vivante pour moi que les êtres avec lesquels je vis et que j'aime. J'ai du mal même à penser que Zena puisse être un personnage de papier. C'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, je continue à lui parler. Nous sommes en dialogue. Ce dialogue ne s'est pas interrompu. Un de ces jours, je vais probablement partir dans le village où elle est née. Je le connais, ce village. Même si, même si tout cela est né de mon imagination, il y a quand même des lieux où je peux donner des rendez-vous un peu secrets à mes personnages pour que quelque part, cette chance d'être en vie puisse leur être donnée. Voilà. Donc c'est à la fois un sentiment d'urgence et en même temps un calme intérieur et une joie profonde parce que franchement, je ne connais rien dans la vie qui procure autant de bonheur durable que la littérature. C'est véritablement quelque chose qui est puissamment libérateur et sa capacité de transformer le réel autour de nous, sa force de projection est vraiment formidable. En écrivant cette histoire, j'ai eu l'impression que je me prépare aux temps difficiles qui sont devant nous. Je crois ça. Je crois ça. Je ne fais pas que raconter une histoire qui s'est déroulée il y a 70 ans. J'ai l'impression de me préparer ou de préparer mes lecteurs pour les temps inquiets que nous traversons déjà et qui le seront peut-être encore plus demain. Voilà. Je peux difficilement vous répondre autrement, mais je crois à cela totalement, totalement. En matière de force de projection, le titre en est un exemple, Où que j'aille, ça en dit beaucoup, notamment en matière de résistance, mais aussi de liberté, clairement. Est-ce qu'il y a eu débat sur ce titre-là? Est-ce que c'était pas forcément le titre initial? Est-ce que, au contraire, c'était une évidence que ça ne pouvait s'appeler qu'ainsi? Alors, le titre, je ne l'ai pas eu tout de suite. C'est assez curieux. C'était déjà la même chose pour Indomptable, et je ne l'ai pas eu tout de suite. Il est arrivé vraiment à la fin du roman, et j'avais une hésitation parce que c'est Où que j'aille, c'est le début d'un vers de Georges Séphéris, le grand poète grec. Où que j'aille, la Grèce me blesse. Et ce vers a été traduit de diverses manières. Il y a une traduction de Jacques Lacarrière qui est très belle, qui est plus mélodique, qui est que où que me porte mon voyage, où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Ce qui ne dit pas tout à fait la même chose. Mais j'avais envie de ce où que j'aille qui est beaucoup plus rapide, plus concis. Il y a eu discussion avec Emmanuel Colas à un moment donné. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, elle trouvait aussi que Où que j'aille était meilleur. Et puis ensuite, il y a eu le choix de l'image de couverture. C'était aussi un travail considérable que de trouver la belle photo. Là, j'ai beaucoup ennuyé mes éditrices parce que je leur ai fait faire plein d'essais différents. Et quand on est tombé sur cette photo des montagnes blanches hein, à l'est de la Crète, ben, on a su de façon très intuitive que c'était la bonne image. Voilà. Parfait. Alors, deux autres questions que je pose de manière récurrente à chaque auteur ou autrice qui viennent ici. C'est la première, c'est celle de choisir un livre
ou un auteur méconnu qui t'a forgé ou que tu aimerais remettre au goût du jour, remettre en avant. Qui as-tu choisi, Bruno? Ben alors, je vais peut-être vous décevoir, mais parce que je crois, je me demande si c'est pas le même auteur que la dernière fois, c'est le poète grec Yannis Ritsos. Parce que finalement, cette trilogie, ces trois romans, sont tous partis d'un seul et même poème de Yannis Ritsos, qui est un texte qui s'intitule La jeune fille, dans un livre intitulé Grécité. Il se trouve que Grécité avait été publié par les éditions Fata Morgana, dans une magnifique traduction de Jacques Lacarrière, et qu'un jour j'ai eu l'opportunité de, de le reprendre, mais de le reprendre en édition bilingue, donc grec-français, et d'y adjoindre des documents inédits, et notamment un certain nombre de poèmes de Yanis Ritsos, parmi lesquels ce poème consacré à une petite jeune fille qui est enfermée dans une prison. Voilà. Et ce court poème en prose, qui fait 15 lignes, pas plus, m'a beaucoup marqué l'image de cette petite jeune fille dans les ténèbres, enfermée dans les ténèbres, et qui n'a pour seule visite que les grains, que l'oiseau de Perséphone qui lui amène quelques grains de grenade. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est un texte qui me bouleverse. La traduction de Jacques Lacarrière me semble une merveille, et c'est à partir de ce texte-là que j'ai commencé à tisser l'histoire du premier des romans, c'est-à-dire Ne pleure pas sur la Grèce, et quelque part, eh bien, avec Zéna, cette petite jeune fille retrouve sa liberté. La prison, il n'en est pas question pour elle. Elle préférerait mourir sur les sentiers que de devoir un jour être assignée à résidence dans une immobilité qu'elle n'aurait pas choisie. Voilà, c'est exactement cette couverture. Un grand merci. Donc voilà, c'est ce texte que je recommande, Grécité de Yanis Ritsos, suivi de Après l'épreuve dans la traduction de Jacques Lacarrière. C'est magnifique. Très bien. Et la deuxième question, c'est celle de l'échange avec un personnage de fiction. Si tu devais, pendant 48 heures, échanger ta place avec un personnage de fiction au sens très large du terme pendant une seule journée, qui choisirais-tu et est-ce que tu changerais sa destinée? Bah, c'est vraiment une question qui est impossible. Ça fait quand même 1 heure que je vous dis que je veux changer ma vie avec celle de Zéna, hein. Clairement, mon personnage, c'est Zéna, mais en même temps, j'ai l'impression de revenir à mon livre alors que ta question, Anthony, veut m'emmener ailleurs. Alors, si je ne peux pas échanger ma vie avec celle de Zéna, je vais vous dire une chose totalement folle et déraisonnable. Je choisis le personnage le plus fou de l'histoire de la littérature, celui qui n'aurait jamais dû naître à son époque, dont les combats ne servent à rien, qui se bat contre des moulins à vent, mais qui en même temps est généreux avec les pauvres, et qui combat les puissants, même lorsque ce sont des outres de vin ou des moulins. Ben, je pense à Don Quichotte. Voilà, parce que je trouve ce personnage absolument fabuleux. Sa quête est totalement déraisonnable. Sa folie est, quelque part, elle est joyeuse. Elle n'est pas seulement pathétique. Et donc oui, allez, je change ma vie pour 2 jours seulement avec celle de Don Quichotte, et me voilà parti avec son cheval et son écuyer sur les routes pour des aventures innombrables, déraisonnables et en grande partie inutiles. Et l'inutilité, parfois, ça fait du bien. Ouais, parfois. Mais Bruno, c'est le parfois, moment. on a aussi le sentiment de se battre contre des moulins à vent, n'est-ce pas? Hmm. Donc, voilà. Notamment quand on est une maison d'édition indépendante. Ouais, exactement. Bruno, c'est le moment de nous lire un second extrait avant que nous concluions cette rencontre. Alors, j'ai choisi encore un passage où Zéna s'exprime, et c'est encore un départ, mais c'est un départ un peu différent, à la fin du roman pratiquement. L'heure du départ approche. Ce matin, nos embrassades sont d'une autre nature. Ma mère m'a-t-elle déjà serré si fort dans ses bras?
Et mes sœurs, pourquoi pleurent-elles en me voyant partir? Non, la guerre n'est pas finie. Tourne-toi vers la vie, Mélina, et donne naissance à l'enfant qui portera la lumière dont nous avons besoin. Je pars, mais je serai bientôt de retour. Mes missions ici, nul n'en saura rien. Je ne peux dire aux miens où je vais, ni qui m'envoie, c'est la règle, mais je reviendrai et serai souvent parmi vous. Au moment de fermer la porte et d'emprunter le sentier qui mène à la montagne, je croise le regard de mon père appuyé sur une béquille qui me dit: Va, va, ma fille, et reviens-nous vite. Tout ce que nous nous sommes dit hier ne change rien à notre vie. Tu seras toujours ma petite flèche, légère et rapide, mieux empennée peut-être qu'autrefois, puisque tu sais désormais d'où tu viens. Va, Zéna, cette terre est ton royaume. Seul Yanis, debout sur le toit de la vieille Haroula dont il a entrepris de reconstruire la maison, ne me serre pas contre lui. Il pose sa varlope et me regarde avec ce regard profond qu'ont les êtres qui se comprennent sans échanger une parole. Il sait pourquoi je pars, je sais pourquoi il reste. Ce bras qui se lève dans ma direction, j'en connais la signification. La liberté est toujours au bout du chemin. Merci Bruno. Merci à vous. Où que j'aille se referme sans bruit. Il ne cherche ni l'effet, ni la phrase définitive. Il nous laisse avec un mouvement encore en cours, une marche qui ne s'interrompt jamais. Zéna a traversé la guerre, les montagnes, la peur, mais surtout une transformation intime irréversible. Elle n'est plus seulement celle qui court pour transmettre un message, elle est devenue celle qui sait ce que courir veut dire. Dans ce roman, la résistance n'est pas une posture, elle est une tenue, une manière d'habiter le monde sans renoncer à sa lucidité. Bruno Doucet n'écrit pas pour glorifier ni pour consoler, il écrit pour rendre sensible ce que l'histoire écrase souvent: la fatigue, la patience, la fidélité aux gestes simples. La langue, ici, ne crie jamais, elle avance, elle tient et accompagne. En quittant ces pages, on ne garde pas une intrigue, mais une présence, un souffle, une attention renouvelée au monde et à ceux qui le traversent. Ce roman nous rappelle que le courage n'est pas toujours spectaculaire, qu'il se loge parfois dans la durée, dans le refus de céder, dans la capacité à rester humain. Ce roman ne nous dit pas où aller, il nous apprend comment continuer. Merci Bruno Doucet, merci pour ce Wow. moment. Merci. Et ça sort donc demain aux Merci. éditions Emmanuel Colas. Merci infiniment. Merci, je suis très touché. Merci infiniment pour ces très très belles paroles, Anthony. Merci à vous. Merci à vous. Je vous embrasse très fort. Je suis très ému. Merci. Nous aussi. Merci Bruno. Et à très vite. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.